Bonjour à tous. Nous débutons ici la vidéo 1 de la première séquence de la formation Convention collective nationale, l'appliquer pour accroître sa compétitivité, organisée par la FRSEA. Cette première vidéo s'intitule Comprendre la nouvelle classification des emplois qui résulte de la Convention collective nationale qui sera applicable au 1er janvier 2021. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le contexte de cette Convention collective nationale, les raisons d'une nouvelle classification et les grands principes qui la régissent. Pourquoi une convention collective nationale en agriculture? C'est le fruit d'une évolution législative, commencée notamment en 2014, mais qui s'est concrétisée avec la loi El Khomri de 2016, qui a renforcé l'injonction des pouvoirs publics de restructurer les branches et d'aboutir 3 ans plus tard, soit en 2019, à un objectif de 200 branches, tous secteurs confondus. Or, au moment du déploiement de cette réflexion, la FNSEA a recensé 140 conventions collectives territoriales et professionnelles pour son champ d'application, auxquelles on rajoute une trentaine de conventions collectives nationales autres, paysages, conchyliculture, etc., dont certaines ne respectent pas le critère d'effectif de 5000 salariés imposé par la loi El Khomri. C'est fort de cette évolution réglementaire que la FNSEA a été convaincue de devoir conduire cette négociation pour avoir une convention collective nationale qu'elle aurait choisie et négociée avec les partenaires sociaux, plutôt que d'être contrainte d'en rejoindre une autre dont le contenu n'aurait pas été négocié par la FNSEA. Rester un acteur du champ social permet de servir l'intérêt des employeurs. Par ailleurs, le législateur impose aux branches d'avoir un champ national, mais cela n'exclut pas de pouvoir adopter des stipulations au niveau local et même au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, on arrive à une convention collective nationale, ce qui implique un identifiant de convention collective unique que vous trouverez plus couramment sous l'abréviation IDCC, applicable pour la branche production agricole et cumin. Dans le cadre de la négociation avec les partenaires sociaux, ces derniers ont défini des éléments pour assurer la restructuration de cette branche. Au regard de la spécificité du secteur de l'agriculture, qui est un tissu d'entreprise de petite taille, il a été convenu qu'il était de l'intérêt général d'avoir un socle de normes sociales à créer au travers notamment de la classification des emplois et des minima salariaux, mais également par le biais d'une prévoyance et santé complémentaire, de la formation professionnelle, du rôle des partenaires sociaux, et aussi qu'il était de l'intérêt général de clarifier et simplifier les normes sociales tout en répondant aux besoins des entreprises agricoles via notamment la négociation collective dont l'importance est réaffirmée par les partenaires sociaux. Il en résulte donc une convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Il est à noter qu'elle a fait l'objet d'une signature par les 5 organisations syndicales. Elle s'imposera à toutes les entreprises de production agricole, d'élevage, de grande culture, de viticulture, ainsi que de l'accouvage et de l'aquaculture, lesquelles sont également regroupées dans notre convention collective nationale. Quels sont les éléments saillants de cette convention collective nationale? Celle-ci met l'accent sur la classification des emplois, la grille nationale de salaire minima. Elle réaffirme également l'importance de la négociation collective au niveau territorial et la mise en place d'une retraite supplémentaire pour les salariés non cadres qui fait l'objet d'un accord spécifique. Parmi les changements opérés dans la Convention, la nouvelle classification des emplois est sans conteste l'avancée la plus significative. Rappelons que la classification des emplois est une prérogative qui est donnée aux branches professionnelles. Rappelons également qu'il y avait depuis 2008 des règles définies dans des accords nationaux, dits de méthode, qui n'étaient pas toujours respectées au niveau territorial, en ce que la catégorie technicien-agent de maîtrise existante dans les accords nationaux n'était pas toujours créée au niveau territorial. Cette nouvelle classification nationale permettra donc une application généralisée des catégories socio-professionnelles, de la méthode de classification des emplois. Rappelons qu'il y a environ 130 conventions collectives territoriales, donc 130 classifications possibles, ainsi qu'une application généralisée des coefficients. Il y a 2 impacts immédiats résultant de cette nouvelle convention collective nationale. L'application de la grille de classification des emplois et l'application de la grille nationale des salaires minima, qui prennent le pas sur les dispositifs territoriaux, lesquels vont tomber en désuétude du fait de cette classification nationale. En premier lieu, il convient de souligner dès à présent qu'il s'agit bien, dans cette nouvelle classification, de valoriser les emplois dans l'entreprise
sans considération du salarié qui occupe l'emploi. Et seulement dans un second temps sera envisagé le positionnement du salarié déjà présent dans l'entreprise en fonction de la valorisation des emplois effectués en amont, puis celui du salarié dont l'embauche est envisagée ou est à venir. Nous aborderons dans la séquence 2 cette question spécifique du reclassement du salarié et son incidence sur le statut occupé dans l'entreprise par le salarié. En second lieu, j'attire votre attention sur le fait que la classification sert à fixer les minima de rémunération, puisque l'entreprise doit respecter ces minima et que l'employeur a toute latitude de mettre en place une politique de rémunération plus favorable, à condition de respecter le minima d'une part, on l'a vu, et l'égalité de traitement d'autre part, c'est-à-dire que cette politique de rémunération doit reposer sur des critères objectifs liés à la personne, par exemple son niveau de formation initiale et continue, son ancienneté, son expérience, etc. La convention collective nationale ne permet pas seulement de fixer les minima de rémunération ou de classer les emplois, mais à la différence du raisonnement adopté dans bon nombre de conventions collectives territoriales aujourd'hui applicables à l'entreprise, et dont la classification repose généralement sur des niveaux et échelons, la nouvelle classification nationale se veut un véritable outil de gestion des emplois et des compétences au service de chaque entreprise, au sens où elle permet la valorisation de l'emploi et la progression dans l'emploi. Attention, il ne faut pas chercher à faire correspondre la grille nationale avec la grille de classification territoriale, car il n'y a pas de correspondance. Ce qui n'empêche pas de procéder à la classification et la valorisation des emplois au sein de votre entreprise, selon des principes et une méthode que nous allons voir aujourd'hui. Ainsi donc, les objectifs de cette nouvelle convention collective nationale sont de gérer dans un système unique et harmonisé la diversité des filières, des métiers, des territoires et des contrats, de renforcer l'attractivité de l'agriculture avec notamment une politique de rémunération adaptée, d'inciter les salariés à progresser et de moderniser la gestion des ressources humaines. Quels sont les grands principes de la classification nationale des emplois? Les choix ont été de renoncer à des listes d'emplois repères préétablies et de suivre une méthode dont voici les principales étapes. Il s'agit dans un premier temps de lister les missions, activités principales de l'emploi. Au regard des missions exigées, il convient de s'appuyer sur des critères dits classants, au nombre de 5. La technicité, l'autonomie, la responsabilité, le relationnel et le management. Il faudra ensuite effectuer la pesée de ces critères classants, grâce à ce que l'on appelle des degrés. À chaque degré défini pour chacun des critères correspond un certain nombre de points qu'il faut additionner, ce qui permettra de définir un coefficient, puis un palier, et enfin une rémunération minimale. Attention, il s'agit donc de s'intéresser uniquement à l'emploi, indépendamment de la personne qui occupe l'emploi, et ce afin de ne pas mélanger les critères propres aux salariés et le niveau d'exigence et de compétences attendus pour occuper l'emploi et exercer les activités principales de l'emploi. En conclusion, parmi les changements opérés dans la Convention collective nationale, la nouvelle classification des emplois est sans contexte l'avancée la plus significative en ce qu'elle va permettre la mise en place d'un système unique de classification pour le secteur, harmonisé, qui permettra d'appréhender la diversité des filières et des territoires, ainsi que l'évolution continue des métiers et la progression des salariés présents dans nos entreprises.